Alors nous allons commencer la seconde séquence de notre journée consacrée aux conséquences des différents modes d'élection du président de la République. Mais avant toute chose, je voudrais en quelques secondes remercier les personnes et les institutions qui m'ont fait venir ici et surtout mon très cher et très vieux, au point de vue de temps passé ensemble, ami Miroslav Novak et mon ancien étudiant, M. Perotino, que je n'ai pas oublié depuis. Alors cet après-midi, j'ai un peu le rôle du président de la République parlementaire par rapport au Premier ministre. Ceux qui ont la vraie légitimité politique ou scientifique, qui ont le pouvoir et la légitimité, et moi qui ai une fonction et une légitimité fonctionnelle étroite, toutes les deux. Donc, je pense que ça nous met déjà dans l'ambiance qui nous rassure quant aux dégénérescences éventuelles, au dérapage éventuel de la fonction présidentielle. Je ne peux pas abuser de mon pouvoir. Même s'ils dépassent de 5 minutes leur exposé, leur légitimité politique m'empêche de franchir ce pas. Sauf pour mon voisin de gauche, où je peux tout me permettre. Bon, alors, nous allons commencer par un autre président, beaucoup plus permanent que l'actuel, Jean-Claude Colliard, que vous connaissez déjà, qui va traiter son sujet essentiel, l'effet sur le système des partis, c'est-à-dire sur le noyau dur du système, puisque les partis sont le noyau dur d'un régime pluraliste, qui est, lui, le noyau dur de notre état de droit constitutionnel. À vous, cher Jean-Claude. Merci Slobodan, merci de cette présidence bienveillante que tu annonces. Alors, je pense que pour traiter de notre sujet, il faut peut-être replacer la question de l'élection au suffrage universel dans un ensemble institutionnel. Je crois pour ma part que ce qu'on appelle un système politique, c'est-à-dire la manière dont marche un mode de gouvernement, c'est la somme de deux sous-systèmes, le sous-système institutionnel, les règles institutionnelles, et le sous-système partisan, et qui sont en permanente interaction. On sait par exemple que le système partisan influe considérablement sur le jeu des institutions. Il suffit de penser à la Grande-Bretagne. On ne parlerait pas de la Grande-Bretagne sans parler du bipartisme, même si nous avons un moment qui est un petit peu plus délicat sur le plan du bipartisme. Ou bien que le système institutionnel influe considérablement sur le système de partis, et il suffit de voir le changement du système de partis en France avec la Ve République. Ce qui veut dire que la variation d'un élément lourd de l'un des deux sous-systèmes influe sur l'autre. Or, l'élection du président de la République au suffrage universel est indiscutablement un élément lourd. Est-ce que cet élément a forcément une influence? Si l'on raisonne du seul point de vue français, à l'évidence, la réponse est oui, et c'est le fameux semi-présidentialisme, notion avec laquelle je suis pour ma part un petit peu distancié. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait généralisable. En France, nous avons le sentiment, parce que nous adorons ça, d'être une exception, avec un président élu au suffrage universel dans un régime qui reste un régime de type d'essence parlementaire, avec un Premier ministre et la responsabilité. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. L'élection du président de la République au suffrage universel est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. Dans l'Union européenne des 27, forme actuelle qui nous rassemble, il y a 7 monarchies, 20 républiques. Sur les 20 républiques, 12 connaissent l'élection du président au suffrage universel et 8 seulement l'élection de type parlementaire. Et même si j'enlève Chypre,
qui a la drôle d'idée d'être un régime présidentiel, il en reste 11 contre 8, donc c'est loin d'être l'exception, c'est en réalité la règle. Et peut-on pour autant, dans ces 11 pays, parler de régime semi-présidentiel? Franchement, je n'en suis pas sûr. Je connais moins bien les pays d'Europe centrale. Je demanderai le témoignage de François Frison-Roche, encore que je le connaisse un peu pour avoir participé à sa thèse. Mais dans les pays de l'Europe occidentale, plus traditionnelle, ni en Irlande, ni en Autriche, ni en Finlande depuis 2000, et avec hésitation pour le Portugal, on ne peut parler de régime semi-présidentiel. Le véritable titulaire du pouvoir, c'est le Premier ministre. Et donc, je crois que la différence ne tient pas forcément au pouvoir constitutionnel. J'entends bien que le président irlandais n'en a aucun, ce qui fait qu'il y a cette chose assez extraordinaire, c'est que de temps à autre, l'élection n'est pas disputée. Le président est réélu sans opposition. Mais si on regarde les textes, c'est le président autrichien qui a le plus de pouvoir. Et en réalité, ces pouvoirs, ils sont parfaitement théoriques, il ne peut pas les exercer. Donc en réalité, je crois que la différence, c'est cette fameuse question du semi-présidentialisme et de l'exception française, parce que oui, je crois qu'il y a effectivement une exception française, mais qu'elle ne s'explique plutôt par une conséquence de l'élection présidentielle que par l'élection présidentielle elle-même. Et cette conséquence, c'est la relation entre le président de la République et le système de partis. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu centrer mon intervention. L'élection du président au suffrage universel est indiscutablement un élément lourd qui peut entraîner, je dis bien qui peut entraîner, car toute la difficulté est là, des déplacements d'ordre politique et institutionnel. Un élément lourd parce que l'élection, d'abord, c'est une élection, et au niveau du pays tout entier, ce qui suppose, ça a l'air bête, une campagne et un soutien. Une campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je laisse de côté la question matérielle, et elle n'est pas négligeable, du financement de la campagne électorale, car c'est une vraie question si on passe à ce mode de scrutin, il y a quand même deux éléments incontournables. C'est d'abord le fait qu'un candidat a un programme. On ne se fait pas élire uniquement pour expliquer sur son affiche que le chien de la famille est plus beau que celui de l'adversaire ou que la petite fille est plus délicieuse que celle du concurrent. Je fais allusion là à des affiches que nous avions vues en France. Mais il faut bien dire voilà ce que je vais faire si vous m'élisez. Ça a des conséquences. Ça veut dire qu'on définit une politique et ça veut dire que si on est élu, le mandat sera consacré, au moins théoriquement, à mettre en œuvre cette politique qui a été précisée. Donc l'élection contient en elle-même un élément de leadership. Et puis, oui, il y a un leader, parce que il est assez intéressant de voir qui est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que finalement ce sont les figures prééminentes de chaque parti, les numéros 1, les leaders en place ou les leaders potentiels? C'est le cas en France. Ou bien est-ce que ce sont au contraire des personnalités plus effacées, le numéro 2, le numéro 3 du parti, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays. En Autriche, le maire de Vienne, lorsque l'âge vient, on lui dit bon, écoute, oui, il faudrait laisser la place, mais tu préfères président de la République. En Irlande, l'histoire est célèbre quand le Premier ministre historique, Eamon de Valera, devient très vieux, très aveugle et très fatigué. On dit écoute, Eamon, Premier ministre, ça ne va pas, mais tu pourrais faire président de la République. Bon. Donc c'est très significatif. Si on veut être président de la République, en principe, c'est que c'est là qu'il y a du pouvoir. Si on ne veut pas l'être, c'est que le pouvoir est ailleurs. Et donc, le fait d'être candidat donne néanmoins une popularité et une stature. Et par là même, et ça a été dit ce matin, la capacité éventuelle de s'imposer au Premier ministre, sauf si celui-ci a déjà trouvé, à travers l'élection parlementaire, une stature politique suffisante. Donc une campagne, mais aussi un soutien.
Et là, on tombe sur la question évoquée ce matin aussi, mais tout est dans tout, donc nous allons nous retrouver dans toutes ces interventions, sur la question du soutien du système de parti. Là aussi, deux éléments essentiels. Pour être élu, il faut un rassemblement. Le maître mot de la campagne de l'élection présidentielle, prenez n'importe quel candidat, il vous dira il faut rassembler. Rassembler qui, ça on verra après, mais enfin, il faut rassembler. Parce que, soit il y a une élection au premier tour, c'est rare, mais si c'est le premier tour, il vaut mieux faire le plein. Soit il y a une élection, c'est plus fréquent au deuxième tour, et à ce moment-là, il faut effectivement rassembler, notamment les candidats qui ont été éliminés au premier. Et donc, c'est la naissance d'une notion de majorité, et en découle ce que j'ai appelé la transitivité majoritaire, c'est-à-dire que cette notion de majorité présidentielle en France, elle se décline petit à petit à toutes les élections législatives, mais aussi les élections locales, dans pas le plus petit village, mais dans une ville de 10 000 habitants en France, au moment des élections municipales, il y a une liste qui se réclame de la majorité présidentielle et une liste qui se réclame de l'opposition. Et la transgression pour passer d'une rive à l'autre n'est pas facile et généralement assez mal vue. Et puis, il y a le parti qui est l'ossature de la majorité, qui dans cet ensemble est un acteur privilégié, le parti dont est issu le président et qui est son principal soutien au premier tour, avec un rôle essentiel dans le jeu politique puisqu'il va être amené à fournir les principaux acteurs. Alors vous voyez, cette élection présidentielle, elle s'inscrit dans un schéma d'ensemble. Ce n'est pas un élément isolé qu'on peut changer en disant oh, comme on nous l'a dit parfois, vous savez, on va élire le président de la République au suffrage universel, mais ça ne change rien. Si, ça peut tout changer, pas forcément. Et je crois que ceci entraîne une forte capacité de transformation des éléments du système, mais pas toujours. Et donc, je le disais, des déplacements potentiels. Reprenons, ils sont indissolublement liés, les éléments institutionnels et les deux sous-systèmes et les éléments politiques. Les déplacements institutionnels, ils peuvent se faire par rapport aux autres acteurs principaux, et notamment le couple essentiel, le couple normal, le couple habituel, le couple légitime, si j'ose dire, du régime parlementaire, c'est-à-dire le Premier ministre et le Parlement. Avec le Premier ministre, nous avons connu en France, nous connaissons en France, une totale subordination du Premier ministre au Président de la République. Le Président de la République choisit et change librement son Premier ministre. On avait l'habitude qu'il y en ait au moins deux par mandat. Nous semblons avoir une logique un peu différente, qui me paraît d'ailleurs être plus dans la logique du quinquennat, c'est-à-dire un Premier ministre pour le quinquennat, et sauf accident que je ne saurais lui souhaiter, je pense que M. Fillon sera le Premier ministre à faire, le premier Premier ministre à faire le mandat entier du Président de la République. Mais cette subordination n'est pas toujours vraie. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années en Autriche, le président de la République, dont j'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver, vous allez le retrouver, avait indiqué qu'il était très réservé, qu'il ne voulait pas d'une coalition au pouvoir entre le VP, le Parti démocrate chrétien, et le FDP de George Haider. 3 semaines après, on lui a présenté ça, il a dit bon, oui, je ne peux pas faire autrement. Donc il n'avait aucun pouvoir. Il y a aussi une histoire qui me plaît beaucoup, que je raconte volontiers, qui date du Portugal en 1995, si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'à ce moment-là, Soares, qui est président de la République socialiste, qui était jusqu'à présent pendant longtemps dans une situation que nous appelons de cohabitation, le Parti socialiste gagne les élections et le secrétaire général du parti, Gutiérrez, vient au palais présidentiel et Soares l'accueille en disant « Ah, cher Antoine, je suis bien content, maintenant nous allons pouvoir gouverner ensemble. » Et Gutiérrez lui répond « Ah non, 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 toi tu présides, moi je gouverne. Toi tu présides, moi je gouverne. » C'est qu'il n'y a pas tout à fait cette subordination. Avec le Parlement, si on laisse de côté la question de la cohabitation, le président de la République doit trouver pour gouverner une majorité parlementaire, et c'est la transitivité que j'évoquais. Et de ce
cette majorité, il est le ciment, le créateur, le motif, puisque finalement, qui est-ce qui fait la barre, la distinction entre majorité et opposition? C'est la position au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, c'est par là que cette majorité se crée. Et puis, je ne serai pas trop long, alors rassure-toi, des déplacements politiques. J'ai confiance dans mon Premier ministre. La question essentielle, à mon sens, c'est les rapports entre le président et son parti. Et en jouant un peu sur les mots, je dirais qu'il y a deux situations. C'est soit le parti du président, soit le président du parti. Le parti du président, ça veut dire que le parti est l'instrument du président. Et c'est le cas que nous avons en France. Le président de la République s'en occupe de très près. Il dirige le parti, ou à tout le moins, il en désigne les dirigeants. Même le général de Gaulle désignait lui-même les secrétaires généraux de l'UNR. Et quand il y en avait un qui avait une idée, parce qu'il n'était pas fait pour ça, il était fait pour faire de l'administration, eh bien, on l'appelait au gouvernement, dans un poste assez secondaire, généralement les PTT ou les transports, de manière à permettre d'avoir un secrétaire général qui fasse de l'administration et surtout pas de politique. Même chose avec Pompidou, Giscard d'Estaing. Quand Jospin est premier secrétaire du parti, c'est Mitterrand qui l'a choisi pendant le premier septennat. Et l'échec à faire désigner Fabius en 88 est interprété comme un début d'affaiblissement du pouvoir présidentiel, comme ce sera le cas pour Jacques Chirac lorsqu'il doit accepter Sarkozy, ou comme c'est peut-être le cas pour Sarkozy lorsqu'il doit accepter Copé. Donc le problème de l'enjeu du contrôle du parti du président est essentiel. Les choses ayant d'ailleurs un peu changé, puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, où on a tendance à anticiper les choses et moins à se dévouer, mais à penser à la carrière future des uns et des autres, le fait de diriger le parti devient une espèce de, de gage sur la succession, d'emprise sur la succession. Et puis, le président s'en occupe de très près. J'entendais M. Sarkozy se déplorer la primaire socialiste. Je ne suis pas fanatique de la primaire socialiste, mais expliquant que le général de Gaulle n'aurait jamais voulu ça. Sûrement. Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait trouvé normal que le président de la République préside le bureau politique de l'UMP, voire même qu'il réunisse les instances de l'UMP à l'Élysée. Ça, je pense que c'est un peu plus éloigné de la pratique gaullienne que la primaire. Donc c'est cette situation que nous avons. Et puis il y a l'autre situation qui est d'être le président du parti, c'est-à-dire que celui qui est désigné, choisi, contrôlé par le parti, et que la véritable autorité politique, c'est celle du parti. Toi, on t'a mis là, tu fais président, mais tu touches pas à grand-chose. Et du coup, le déplacement de pouvoir ne se fait pas. C'est l'exemple que je donnais du Portugal en 1995. Mais est-ce qu'on imagine en France la réaction de De Gaulle, de François Mitterrand, voire même de Jacques Chirac, à un Premier ministre lui disant vous présidez, moi je gouverne? C'était la révocation dans l'heure. Et donc je crois que le problème de cette articulation avec le parti est essentiel. Je m'arrête là, mais nous pourrons en reparler, parce que je crois qu'on peut choisir l'élection du président de la République au suffrage universel, mais il faut bien savoir que ce n'est pas un élément isolé, mais un facteur fondamental d'une transformation potentielle. Potentielle et pas inéluctable, parce que je crois que l'antidote, la réponse, peut-être même la réponse par rapport au risque de populisme que vous évoquiez, c'est, en tout cas, le rempart contre le présidentialisme, c'est la force du parti. Nous avons en France une tradition très hostile au parti, peu organisée, et donc finalement dans lequel il n'y a pas forcément de réalité. Contrairement à l'Allemagne, je suis un grand admirateur de l'Aparteiengesetz et du statut des partis. Et je pense que si on veut avoir l'élection présidentielle, mais en même temps éviter ces dérives, cette question est là centrale. Quelle relation peut-on essayer d'établir entre un président et le parti politique qui va diriger avec lui? La relation pour savoir qui l'emporte sur l'autre me paraît là essentielle, mais je pense que c'est un point dont nous aurons l'occasion de reparler. Merci. Bien, merci à toi, parce que au moment où ta légitimité t'aurait permis tout le confort nécessaire, tu t'es astreint à la discipline commune. Et d'autre part, je te remercie aussi sur le fond, au-delà de la forme, je te remercie sur le fond, bien que tu m'aies enlevé un morceau de mon exposé, d'avoir... Je suis très content d'avoir parlé en premier, oui. D'avoir essayé de cadrer cette réforme et de lui enlever
l'obsession conjoncturelle, l'obsession politique et conjoncturelle, et de l'avoir située dans le système. Le mode d'élection, pourquoi faire? C'est-à-dire pour refigurer l'institution du président de la République en tant qu'une institution d'ensemble. Mais refigurer une institution du président de la République en tant qu'une institution autonome, pourquoi faire? Pour jouer quel rôle dans le système? Et finalement, le point de vue le plus pertinent, c'est toujours le point de vue globalisant. Les anciens disaient, il n'y a d'explication que du global. Et chez nous, c'est l'explication par le système. Donc, double reconnaissance. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps, et je vais passer la parole à mon voisin de gauche, qui est le professeur... Ouais, bon. C'est droite-gauche, il faut l'alternance droite-gauche. Sur la liste... Sur la liste, c'est Daniel d'abord. Sur la liste, c'est Daniel d'abord. Alors, je vais respecter la liste parce que les paroles s'envolent, les écrits sont là. Oui, mais Daniel, hein? Oui, mais ça doit respecter les règles. Voilà. Mais les règles sont toujours interprétées. Et l'interprétation est en fonction du terrain et du moment. Et des hommes. Voilà, Daniel Bourmeau, qui est un éminent professeur de sciences politiques, mais aussi, ce qui est un compliment majeur pour moi, très ouvert vers le droit public, à la fois politiste et constitutionnaliste, et directeur de l'organisme qui coordonne cette manifestation, un centre de recherche politique Montesquieu de l'Université Bordeaux 4, qui est un centre en pleine expansion. Et il va nous parler donc de la problématique diarchique dans la circonstance. Merci, cher Slobodan, merci, Monsieur le Président. Il m'a été demandé de traiter de la question de la diarchie. Il m'a été demandé parce que l'un des co-organisateurs, Philippe Claret, que je remercie au passage de cette initiative, de même que Miroslav Novac, Philippe Claret s'est souvenu au moment de l'organisation de cette journée que j'avais commis un article il y a quelques années de cela qui s'intitulait « Monarchie, diarchie, polyarchie, variation autour du pouvoir sous la Ve République ». Et il m'a rappelé cet article que j'avais un petit peu oublié en disant « mais tu pourrais faire quelque chose sur la question de la diarchie ». Parce que l'élection du président de la République au suffrage universel pose la question de la diarchie. Et donc je me suis gratté la tête en me disant je vais essayer de faire quelque chose sur la diarchie. Et le président Colliard a ajouté à ma perplexité ce matin au moment du petit déjeuner en me disant que la diarchie ça n'existait pas et que j'avais 15 minutes pour démontrer qu'effectivement c'était un sujet qui était à peu près vide. Et comme phénomène aggravant, les différentes communications ont traité par morceaux d'éléments que j'avais prévu d'inclure dans ma présentation. Je vais bien entendu à la fois creuser un sillon vide et répéter des choses que j'emprunterai aux orateurs qui m'ont précédé et peut-être aux orateurs qui me suivront. Alors la question de la diarchie, elle est liée, bien entendu, à la question de l'élection du président de la République au suffrage universel. Elle est, je dirais, inhérente à la philosophie même de la Ve République. Ça a été dit ce matin, ce mélange de césarisme et d'orléanisme, la mise sur pied, au fond, de deux légitimités à travers le suffrage universel, légitimité du Parlement et donc du gouvernement, et puis légitimité du président de la République. Et donc, cette double légitimité, elle est source potentiellement de conflits. Donc, ce que je voudrais analyser ici brièvement, c'est ce conflit potentiel qui est au cœur même des institutions françaises de la Ve République et la façon dont l'histoire politique de la Ve République, un petit demi-siècle, depuis l'élection au suffrage universel, enfin telle qu'elle a été au moins décidée en 1962, telle que cette cohabitation en quelque sorte entre le président et le Parlement, telle qu'elle a pu se mettre en forme à travers précisément des variations. En réalité, la virtualité diarchique qui est contenue dans les institutions
elle a donné lieu à différentes configurations successives qui se recoupent à un moment donné, qui passent à d'autres scénarios et puis reviennent au scénario initial. Et je crois que dans cette histoire de quelques 50 ans, nous pouvons, je crois, dresser 3 types de configurations dans les relations entre ces 2 composantes de la diarchie au sommet de l'État. Il y a une première configuration qui est la configuration la plus connue. Elle a été canonisée par Maurice Duverger et reprise à satiété. C'est la monarchie républicaine. Et le président, au fond, dans cette relation, est l'homme fort. Il concentre l'essentiel des pouvoirs. Il dispose pour cela, je vous fais l'économie de choses qui sont connues, au moins pour ceux qui sont familiarisés avec les institutions françaises de la Ve République. Il dispose d'un domaine réservé et donc d'un statut à part. Le général de Gaulle, à l'évidence, et c'est à travers lui qu'a été forgée l'expression, a été l'expression de cette phase de la monarchie républicaine où le président règne sans partage, au-dessus des institutions politiques, au-dessus du Premier ministre, qui est son homme, qu'il change, ça a été rappelé par le président Colliard, quand cela lui convient. Le parti politique majoritaire est, selon l'expression bien connue, un parti godillot. Et donc, au fond, on est dans un modèle qui est totalement assujetti à la domination présidentielle. Ajoutons à cela les éléments tout à fait particuliers liés à la personnalité même du général. On n'y revient pas, cette histoire particulière qui est la sienne, ce rôle, cette dimension charismatique liée à la singularité de l'histoire politique française. Cette monarchie républicaine, on en retrouve des éléments à d'autres moments de la Ve République. On peut dire que François Mitterrand, notamment dans la première partie de son premier mandat, de 1980 à 1986, est assez largement dans cette posture du monarque républicain. Alors je sais bien que là encore, il y aurait des variations à faire intervenir à l'intérieur de cette typologie, mais le président est incontesté, il a des premiers ministres qui lui sont extrêmement fidèles, qui lui sont soumis, qui sont là pour l'aider et qui, à aucun moment, ne songent à se mettre en travers de la route du président de la République. Le deuxième mandat du président Mitterrand, de 88 à 93, est un petit peu différent, mais à bien des égards relève aussi, je crois, de ce que l'on pourrait appeler une monarchie républicaine. Et puis, un troisième moment de la monarchie républicaine, c'est la présidence actuelle. Différent, mais ce qu'on a appelé l'hyper-présidentialisme, où le président est là, concentre entre ses mains tous les pouvoirs, le Premier ministre lui est soumis, à un moment donné, on le sait, on le considère d'ailleurs comme étant beaucoup trop silencieux, le parti politique est assujetti, les ministres eux-mêmes sont marginalisés, puisque ce sont les conseillers du président qui se répandent dans les médias, qui diffusent la bonne parole. On a une espèce d'américanisation, au fond, du modèle présidentiel, la monarchie républicaine américanisée, si je puis me permettre l'expression. C'est donc une première configuration née de l'élection au suffrage universel du président de la République. On a une deuxième configuration qui est une configuration que j'appellerais, après cette monarchie républicaine, donc de monarchie impériale, la monarchie contestée. La monarchie contestée, c'est le moment où les deux composantes de l'exécutif, le président et le Premier ministre, vont entrer en conflit. Alors, on pourrait, le temps passe et je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a deux moments qui me semblent assez emblématiques de cette configuration. C'est le moment Chaban-Delmas, sous la présidence de Georges Pompidou, où le Premier ministre impulse sa propre politique à caractère social, à caractère réformiste, contre un président de la République qui se veut plus conservateur, et à un moment donné, eh bien, au fond, la compatibilité entre ces deux politiques n'est plus possible. Et à ce moment-là, on voit la figure présidentielle s'imposer avec le renvoi du Premier ministre, ça a été évoqué tout à l'heure. Le monarque reprend la main, mais après une phase de contestation, et au fond de conflit de légitimité, avec le Parlement qui est derrière le Premier ministre, qui le soutient. Rappelons-nous que Jacques Chaban-Delmas a bénéficié d'un vote très fortement majoritaire au sein du Parlement, peu avant d'être renvoyé par le président de la République.
3 semaines avant. Deuxième moment qui peut illustrer cette figure du monarque contesté, différent, c'est Jacques Chirac au début du mandat du président Giscard d'Estaing. Entre 1974 et 1976, le Premier ministre est Jacques Chirac. Ça se passe mal, parce que il y a une volonté d'impulser autre chose, et puis il y a un désaccord fondamental lié aux conditions même de l'élection. Ce serait quelque chose qui prendrait trop de temps dans le cadre de cette communication. Et on va à la rupture, intéressante dans la mesure ici où la rupture, elle est largement provoquée par le Premier ministre lui-même, qui veut en faire un moment de fracture pour affaiblir le président, puisque nous sommes en 1976, mais on s'inscrit déjà dans la temporalité de l'élection présidentielle à venir, celle de 1980. Donc, contestation du monarque, où le Premier ministre utilise la ressource qui est la sienne, l'appui qu'il peut avoir dans l'opinion et au Parlement pour bousculer cette suprématie présidentielle. Troisième cas de figure, c'est la monarchie républicaine abaissée. Le cas est connu, je le rappelle juste pour mémoire. Là, le monarque est affaibli. C'est la figure de la cohabitation. 86-88, présidence Mitterrand. Deuxième cohabitation, celle de Jacques Chirac, avec Lionel Jospin, Premier ministre, une cohabitation inversée, gauche-droite dans le premier cas, droite-gauche dans l'autre cas. Là, la présidence est à l'évidence abaissé, le monarque républicain est un peu spectateur, il ne lui reste pas grand-chose, même son domaine réservé devient un domaine négocié, où le président négocie avec le Premier ministre qui sera ministre des Affaires étrangères, qui sera ministre de la Défense. Bon, on va essayer de se mettre d'accord pour éviter les conflits, mais pour le reste, pas de prise sur la politique économique, la politique sociale, la politique intérieure. Le président est très largement spectateur. Ça dure peu de temps dans la première cohabitation, 2 ans, nous sommes déjà dans l'effervescence de l'élection de 88, ça dure beaucoup plus longtemps pour Jacques Chirac, 5 ans, 97-2002. On voit donc que derrière l'élection au suffrage universel du président de la République, en fait, il y a des configurations du pouvoir très différentes, avec en surplomb le président de la République, ce monarque, mais avec des moments où le monarque, en fait, est en train de regarder ce qui se passe, et ce n'est pas lui qui a la main, il n'est pas celui qui est le maître du pouvoir. Qu'est-ce que cette brève histoire politique peut nous enseigner? Quelle conclusion peut-on en tirer? Il me semble qu'il y a une première conclusion qui s'impose, c'est le fait que cette élection au suffrage universel, quelles qu'aient été les configurations, y compris celle du monarque abaissé dans les phases de cohabitation, ça a quand même une importance, c'est le fait que tous les acteurs politiques se situent, y compris ceux qui contestent le monarque, se situent dans une perspective présidentielle. Il est très frappant de voir que dans les 2 cohabitations, Jacques Chirac en 86-88, Lionel Jospin en 97-2002 sont en fait de futurs candidats à l'élection. Et que ce ne sont pas des premiers ministres qui sont là simplement pour dire « attention, il y a une autre composante dans cette relation diarchique, nous sommes les représentants de la majorité parlementaire », ce sont aussi des acteurs qui sont là pour dire « moi aussi, un jour, je serai le monarque républicain, ou je vais essayer d'être le monarque. Et j'essaierai d'être le monarque dans une configuration du monarque impérial, celui qui bénéficiera de la majorité parlementaire. » Et donc, on voit que tous les acteurs, au fond, se sont présidentialisés dans le sens où les stratégies politiques sont des stratégies qui relèvent d'une logique présidentielle adossée à l'élection au suffrage universel. Deuxième conséquence, toujours en termes de présidentialisation, c'est le fait que les forces politiques françaises, les partis politiques, sont tous devenus des partis qui se sont eux-mêmes présidentialisés, dans le sens où exister pour un parti politique, fût-il minoritaire, et je dirais condamné à être minoritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement un parti non gouvernemental, qui n'exercera pas les responsabilités gouvernementales, tout se situe dans cette stratégie présidentielle. Exister
Ce n'est plus à travers l'élection parlementaire, c'est d'abord à travers l'élection présidentielle, donc être capable de dégager un candidat qui ait une présence, une personnalité, qui médiatiquement puisse s'imposer, et qui à partir de là va créer au premier tour de l'élection présidentielle un rapport de force suffisant pour pouvoir ensuite éventuellement le négocier au moment des élections législatives ou dans une combinaison gouvernementale. Bref, emmagasiner en quelque sorte un certain nombre de ressources pour la suite. On voit donc que tous les partis politiques se sont présidentialisés, je dirais, y compris jusqu'aux marges de notre système de partis. L'extrême gauche, c'est assez typique. On voit bien d'ailleurs que pour la prochaine élection présidentielle, l'extrême gauche française est un peu désemparée. Elle avait un candidat qui était M. Besancenot, qui avait précisément, médiatiquement, occupé la scène, qui s'est retiré, et voilà l'extrême gauche française désemparée en disant mais qui va-t-on mettre? Et on a été sortir un candidat de substitution qui du coup n'existe pas parce qu'il n'a pas cette ressource médiatique tirée d'une expérience passée. L'extrême droite, le Front National, on voit bien là encore qu'on est dans cette dynamique de présidentialisation à travers les acteurs. Au fond, tous ces partis ne font que suivre l'exemple même du Parti socialiste, qui, je le rappelle, est de culture parlementaire, était hostile au principe même de l'élection présidentielle, le coup d'État permanent. Ceux qui sont familiarisés avec notre histoire politique connaissent tout cela. Et au fond, on voit bien que le Parti socialiste s'est totalement présidentialisé progressivement, et même assez rapidement, en une vingtaine d'années, jusqu'à l'élection de 1981 du président François Mitterrand. Est-ce que, pour autant, cette question de la présidentialisation, je dirais, de l'ensemble des acteurs et des forces politiques, est-ce qu'elle règle le problème et, au fond, est-ce qu'elle stabilise le régime politique définitivement, puisque, ça a été suggéré ce matin, la naissance de cette élection, l'adoption de l'élection du président de la République au suffrage universel a été faite quand même pour régler le problème français, et là on rejoint la question de la spécificité de la culture politique, cette impasse de la 4e République qui était victime d'un certain nombre de carences, de faiblesses, ou du moins était-elle perçue comme telle. Et donc, pour régler les défaillances de la 4e République, on a utilisé cet instrument qu'a été la 5e République, cette logique diarchique, ne rompant pas avec le parlementarisme, mais le rééquilibrant à travers une autre figure. Est-ce que la question est réglée? Il me semble que le juriste, là, doit aller chercher peut-être du côté de la science politique. Il y a deux choses, me semble-t-il, radicalement nouvelles aujourd'hui, qui modifient sans doute la perspective. Nous ne sommes plus en 1958, ni même en 1962. La première chose, c'est le fait que la question de l'organisation des pouvoirs, elle est, me semble-t-il, indissociable aujourd'hui d'une autre variable qui est la variable européenne. C'est-à-dire que tout a été construit en 58-62 à l'intérieur, au fond, d'un État souverain, perçu comme tel. On s'aperçoit que nous avons connu sur 50 ans tout un ensemble d'évolutions institutionnelles et de déplacement des pouvoirs, de déplacement des compétences. Et que régler la question de la légitimité du pouvoir, à un moment donné, c'est se confronter à la question qui fait quoi. Et on voit bien qu'on a déporté tout un ensemble de compétences vers d'autres institutions. La crise d'aujourd'hui est en train de révéler, au fond, à la fois ce basculement avec les impasses qui peuvent en résulter. Je ne sais pas comment les choses évolueront. Deuxième chose qui me semble assez caractéristique du régime politique français, c'est la question de l'élite dirigeante. Question oubliée qui doit être, me semble-t-il, prise en compte dans la compréhension du fonctionnement du régime. Cette question de la classe dirigeante avait été traitée il y a déjà une trentaine d'années par un politologue, sociologue français, Pierre Birnbaum, de Paris 1, et pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui serait trop long ici de présenter, tout ça a été un petit peu oublié, me semble-t-il, à tort. La caractéristique française, c'est la très grande homogénéité de l'élite dirigeante. Et cette homogénéité de l'élite dirigeante en termes de recrutement, en termes d'occupation des positions de direction à l'intérieur de l'appareil d'État, mais également dans la sphère privée.
la façon dont on peut passer de l'un à l'autre, la faible porosité par rapport aux autres secteurs de la société. Tout cela conduit à une forme de monopole social du pouvoir. Et je crois que la question de l'élite dirigeante est aujourd'hui au cœur de la question politique en France. Le divorce qui a été évoqué, je crois que c'est par vous, Jean-Claude, ce matin, la question au fond du peuple, qui à un moment donné est mise en marge, est délaissé. Voilà. Je crois que ça renvoie précisément à cette question du divorce qui s'est progressivement constitué entre une élite, et je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, entre une élite qui s'est constituée, renforcée, qui recoupe d'ailleurs l'ensemble des forces politiques, enfin droite et gauche en termes de partis gouvernementaux très largement, sont les mêmes recrutements, les mêmes origines sociales, et à partir de là, qui crée un divorce au sein de la République, qui fait que l'élection du président au suffrage universel ne saurait en quelque sorte clore la question de savoir quelle est la bonne configuration du pouvoir. Est-ce qu'il y a une bonne réponse institutionnelle? On s'aperçoit en fait qu'on est toujours devant de nouveaux questionnements et de nouveaux défis. J'étais un petit peu long peut-être. Non, mais vous étiez bon. J'avais un grand-père serbe qui me disait toujours « Il faut toujours arrêter les choses au meilleur moment ». Alors je ne comprenais pas pourquoi à table, etc. Il me disait « C'est pour recommencer, pour avoir envie de recommencer et pour partir avec de bons souvenirs ». C'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, je suis très fier de présider cette séquence qui est partie vraiment dans une réflexion de fond complémentaire, c'est-à-dire la réforme du mode d'élection du président dans le système institutionnel et politique, et maintenant par rapport au terrain, par rapport au rapport de force, derrière lesquels il y a un rapport de valeur, c'est-à-dire la culture politique du terrain, qui sont finalement les arguments décisifs, au-delà de toute conjoncture. Alors, nous allons terminer le troisième temps de notre séquence avec mon ami et collègue Jean Dubois de Gaudisson, qui est l'ancien président de l'Université de Bordeaux, actif, et maintenant toujours président passif, c'est-à-dire honoraire. Mais il travaille beaucoup, un professeur de droit public, mais il travaille beaucoup dans le domaine du droit constitutionnel, du droit politique, comme on dit dans le jargon de l'école de Bordeaux, parce que la grande spécificité de l'école de Bordeaux, c'est celle qu'a lancée Léon Duguy, et de considérer que le droit constitutionnel est substantiellement et fondamentalement un droit politique. Il y a toujours quelques réminiscences dans la doctrine française de juste politicum, où ils essaient de rattraper par une formule latine le passage à la substance politique. Jean Dubois de Gaudisson est spécialiste des pays africains qui fréquente depuis longtemps à tous les niveaux, théoriques, politiques et même touristiques. Et il est très impliqué dans la recherche comparée depuis une bonne dizaine, une quinzaine d'années. Alors il a la parole. Merci. 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 Merci, Slobodan, Monsieur le Président. J'espère que le bon moment pour m'arrêter n'est pas situé aux environs de 5 minutes. Ça, c'était ma première crainte. La deuxième crainte m'a incité à appliquer strictement le principe de précaution, tellement j'ai eu peur de ne plus rien avoir à dire au moment où je situe mon intervention. Et par conséquent, il y avait un risque de répéter ce qui avait été dit. Aussi ai-je décidé, comme d'ailleurs le titre m'y incite, on parle de comparatisme, ai-je décidé de changer de terrain. D'abord, en essayant de dresser un bilan co-avantage de l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État, là où elle a été instituée. C'est bien là où elle a été instituée et là où elle a été pratiquée. Il y a certainement un certain nombre d'enseignements à tirer de cette pratique, de la présidence de la République, d'un président qui a été élu au suffrage universel direct. Ensuite, en se posant la question de savoir si cette élection au suffrage universel direct a été véritablement un gage de démocratisation.
a été une condition de la démocratisation. La question se pose très certainement lorsque nous sommes en présence de pays qui, vais-je dire, sortent de l'autoritarisme, sortent de période de crise ou de l'autoritarisme. Est-ce que le fait de confier à un chef de l'État un mandat à la suite d'une élection au suffrage universel direct est un facteur, ou n'est pas un facteur, c'est notre propos, un facteur de démocratisation du régime? C'est en quelque sorte une sorte de contre-épreuve que nous essayons, si vous voulez, de conduire. Et je crois que la contre-épreuve, par exemple ici, est importante parce que le jour, me semble-t-il, où on adopte l'élection au suffrage universel direct, il me semble qu'on fait un choix quasiment irréversible. Donc autant savoir avant ce qui s'est passé ici et ailleurs. Et troisième élément de ce changement de terrain, j'ai choisi un échantillon qui ne fera pas plaisir au professeur Novak, que je salue, mais j'en reparlerai tout à l'heure au professeur Novak, c'est que je ne vais pas parler de la Suisse. Et je pense que mon exemple se situe aux antipodes, je dis bien aux antipodes de la Suisse, puisque je souhaite, si vous voulez, ici consacrer mes quelques propos au continent africain, et plus précisément aux pays de succession française, aux pays francophones, qui ont opté pour un nouveau système à partir des années 1990. Nous disons toujours, en France et ailleurs, après la chute du mur de Berlin. On ajoute quelquefois après le discours de La Baule, mais ce qui me paraissait quand même plus important, c'était certainement la chute du mur de Berlin, encore que. Il convient de ne pas trop généraliser. Il est toujours difficile de généraliser, effectivement, et il ne faut jamais sous-estimer la diversité qui peut exister en Afrique comme ailleurs, la diversité y compris politique et constitutionnelle. Et par conséquent, tous nos propos doivent être nuancés, et ceci en permanence. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que pour l'échantillonnage que nous avons retenu, il y a, et pour le thème qui est le nôtre aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, deux points communs. Un, l'adoption à un moment crucial de leur histoire politique, disait la sortie de la crise de l'autoritarisme, la sortie de l'autoritarisme tout simplement, l'adoption de l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État dans les nouvelles constitutions. Et on y a vu, le discours va dans ce sens-là, on va y revenir, un facteur de démocratisation. Et deuxième point commun, et qui justifie, si vous voulez, qu'on en reparle aujourd'hui, il me semble que dans la période actuelle, il y a une série d'interrogations, il y a une série de critiques, il y a une série de controverses sur les conséquences de ce mode de désignation, et certains, nombreux, peut-être plus nombreux, de plus en plus nombreux, voient dans l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État une menace, un obstacle au développement démocratique. Et la question, si vous voulez, qu'il faut poser, que nous posons ici, ce n'est pas tellement de savoir s'il faut élire le chef de l'État au suffrage universel direct, mais faut-il continuer à élire le chef de l'État au suffrage universel direct. Et pour nous, il s'agit, à propos de ces différents pays, de tirer un certain nombre d'enseignements qui sont peut-être utiles pour apprécier des situations ailleurs qu'en Afrique. Alors, je commencerai par la contestation de cette élection, comme elle est le plus souvent exprimée à l'heure actuelle. Commençons par les critiques, et puis on verra ensuite ce qu'il faut en penser. Commençons par les critiques, et si l'élection, en forme d'interrogation, mais la réponse est souvent donnée, et si l'élection au suffrage universel direct était une menace, était un danger? Alors pour la démocratie, mais nous nous situons nous plutôt pour la démocratisation, ce qui, il faut en convenir, n'est pas tout à fait la même chose. Alors question à laquelle il est difficile évidemment d'apporter des réponses définitives. Pour essayer de trouver quelques éléments de réponse, on peut, je crois, partir de l'origine. Pourquoi a-t-on adopté ce système? Comment ce système a-t-il été justifié dans les années 80-90? Je crois qu'il y a quelques éléments de réponse qu'on voudrait présenter en la forme d'un double paradoxe. Il y a, si vous voulez, un premier paradoxe selon lequel il s'agit de confier la responsabilité de la démocratisation, de lutter contre les excès de l'autoritarisme et de la personnalisation du pouvoir qui a caractérisé ces pays, ou la plupart d'entre eux jusque dans les années 80-90, à un chef de l'État qui, curieusement quand même, incarnait tous les vices
du système précédent. On connaît, si vous voulez, les caractéristiques de ces régimes. Il y a, si vous voulez, une sorte de paradoxe d'avoir une attitude de crainte devant le retour aux événements du passé et de transférer par conséquent une certaine confiance en l'homme pour faire évoluer le système et conduire le mouvement de démocratisation, alors que, je le répète, il symbolisait l'autoritarisme et la centralisation. C'est le choix qui a été fait. Je dis bien, c'est le choix qui a été fait. Confiance dans le chef de l'État qui assure l'autorité, qui assure la stabilité dans un contexte peu propice de crise, en raison notamment d'un multipartisme débridé ou d'une insuffisance purement et simplement du système de partis. Et la caractéristique des régimes qui ont été mis en place dans les années 90, c'est effectivement d'assurer la prééminence du chef de l'État, un, par l'élection au suffrage universel direct, et deux, par la reconnaissance d'un certain nombre de pouvoirs tout à fait étendus qui font du chef de l'État le centre du système constitutionnel et politique. Deuxième paradoxe, il y a ici l'idée de contextualiser en quelque sorte l'institution constitutionnelle qui est le chef de l'État. Il y a, dans le mécanisme qui a été adopté, évidemment l'influence du système français. On ne va pas revenir sur l'influence du modèle, si on peut parler d'un modèle français, du modèle de la Ve République, mais il y a aussi, et les deux se sont combinés, c'est ça qui est intéressant de noter, il y a aussi une solution, l'élection au suffrage universel direct, une solution qui a été présentée comme étant conforme à la tradition et à la société africaine. Tradition et société africaine qui, c'est vrai, on n'a pas le temps de développer, on le fera dans les travaux écrits, mais qui confère une certaine prééminence au chef, culte du chef qui se conçoit, désolé, dans le cadre d'une société traditionnelle. Il y a eu dans les années 60 d'ailleurs, tout un courant qui est intéressant. Il y a eu tout un espoir, souvent exprimé, que cette personnalisation du pouvoir, précisément en raison de son origine africaine, sociétale, de son contexte social, ne pouvait pas conduire à des abus. Je dis bien, ne pouvait pas conduire à des abus que l'on observait ailleurs. Il y a institution d'un parti unique, mais qui n'avait rien à voir avec les partis uniques qui pouvaient se trouver dans les démocraties populaires en Union soviétique. On y voyait là, si vous voulez, le moyen de réunir l'ensemble des segments de la société et de parvenir progressivement au résultat recherché, celui de la démocratisation progressive de la société. On sait que l'histoire a démenti et cruellement cet espoir. Pour beaucoup, est-ce que ce n'est pas à la même désillusion que conduit bien souvent la pratique de l'élection du président de la République au suffrage universel? On pense qu'il y a là effectivement une institution vertueuse, mais quelles en sont les conséquences dans la pratique? Je n'insisterai pas, si vous voulez, sur ces conséquences, elles sont connues. Dramatisation du jeu politique. Il y a aussi déséquilibre, institution d'un déséquilibre entre les pouvoirs au profit du chef de l'État qui dispose d'un surcroît de légitimité, notamment dans des sociétés où le pouvoir est faiblement institutionnalisé, effet corrosif de cette prééminence présidentielle avec la légitimité du suffrage universel direct sur les institutions, les autres pouvoirs qui se trouvent en quelque sorte fragilisés. On en arrive, si vous voulez, à l'utilisation non démocratique des ressources du constitutionnalisme, et qui aboutissent, si vous voulez, à ces fameux monstres dont on parlait il n'y a pas si longtemps, ces monstres que sont les démocraties illibérales, c'est-à-dire qu'il y a l'apparence, nous l'avons noté, et puis qu'il y a la réalité des choses. Il est inutile d'insister, si vous voulez, sur cette présentation qui est connue, mais l'on voit comment, ici, l'élection au suffrage universel direct peut effectivement entraîner, disons, de telles conséquences, et par conséquent, ne pas aller dans le sens de la démocratisation qui est recherchée. Ça, c'est le premier point, et je crois que je suis dans les temps. Deuxième point, à ma montre. On s'en doute la réalité. La réalité est plus complexe. Deuxième point, donc la réalité est plus complexe et on ne saurait, me semble-t-il, se satisfaire d'une condamnation à la peine capitale
de l'élection au chef de l'État pour plusieurs raisons. Alors je ne ferai effectivement que les énumérer, Monsieur le Président. D'abord, historiquement, on a vu dans cette élection au suffrage universel direct un facteur de démocratisation, certainement. Il y a eu élection dans les années 90, il est vrai, pluraliste. Il y a eu intervention du peuple et on considère qu'il y a eu là un progrès démocratique par rapport au passé. Ensuite, cette élection existe. C'est un fait. Et il nous semble nécessaire, lorsqu'on discute de cette affaire, de partir de là. Il apparaît, nous semble-t-il, difficile, sinon impossible, de revenir sur ce qui peut être considéré aujourd'hui comme un acquis, le mot a été dit tout à l'heure, comme une conquête démocratique et populaire. Il y a là, si vous voulez, un fait qui appartient, me semble-t-il, aujourd'hui au régime en question. Et, en toute hypothèse, à supprimer l'élection au suffrage universel direct, se poserait la question de savoir comment le remplacer par un système qui soit tout aussi démocratique. La question est posée. Il y a là, me semble-t-il, un principe de réalisme qui doit être respecté. Il faut aussi indiquer qu'il n'y a pas de corrélation absolue entre élection au suffrage universel du chef de l'État et menaces démocratiques et atteinte à la démocratisation. Et c'est là, si vous voulez, qu'interviennent un certain nombre de considérations. La réponse à la question qui est posée dépend d'autres paramètres. Les débats et les expériences concrètes montrent que ce qui est en cause lorsque l'on pose la question, c'est aussi, pas simplement le mode de désignation du chef de l'État, c'est aussi le dispositif et le contexte dans lequel l'élection au suffrage universel du chef de l'État s'insère, de la manière dont sont encadrés à la fois l'élection et le chef de l'État. Et à cet égard, il y a effectivement un certain nombre d'évolutions, notamment en Afrique, qui montrent qu'il n'y a pas une incompatibilité de principe, qu'il n'y a pas une incompatibilité, disons tout court, entre l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État, d'une part, et la démocratisation. Tout dépend, des conditions dans lesquelles se déroule l'élection. Évidemment. Toute élection est risquée, mais celle du chef de l'État l'est plus encore. D'où l'instauration d'un certain nombre de mécanismes, le non-renouvellement du mandat. Bon, c'est respecté ou c'est pas respecté, c'est une autre histoire. D'où l'organisation particulière des opérations électorales, avec ces commissions électorales nationales, qu'elles soient indépendantes ou autonomes, qui permettent d'assurer un contrôle un peu déconnecté du pouvoir exécutif, un peu, plus ou moins, il faudrait développer un contrôle des élections. Cela dépend aussi, on pourrait dire, de la démocratisation du système, du régime constitutionnel, et notamment de l'existence effective de contre-pouvoirs, de contre-poids ou de contre-pouvoirs qui sont de nature à rendre compatible élection au suffrage universel direct et démocratisation. Je prendrai un exemple qu'il faudrait développer mais que nous ferons par écrit, qui est celui du Bénin. Vous avez au Bénin un régime où le chef de l'État est élu au suffrage universel, régime présidentiel, une assemblée qui représente la multitude des partis, car la société béninoise est très, si vous voulez, très morcelée, et puis une cour constitutionnelle, et là je crois qu'il faut y insister, une cour constitutionnelle qui assure la régulation du système, n'hésitant pas à censurer tant le Parlement que le chef de l'État. Il y en a effectivement une présentation qui montre comment le système peut fonctionner dans d'autres continents. Effectivement, on voit le même type de régulation. À propos du Bénin, je dirais simplement qu'il est prévu ces temps-ci un projet de révision constitutionnelle pour approfondir à la fois la force des autres pouvoirs, avec la création de nouvelles institutions comme le médiateur, et l'intervention populaire dans le jeu politique, avec, par exemple, l'initiative populaire de révision constitutionnelle. D'autres mécanismes existent aussi tendant à articuler les segments de la société civile avec le pouvoir. Alors, ceci, si vous voulez, pour dire, et pour en arriver à la conclusion, que facteur de la démocratisation ou obstacle, le débat est un peu sans fin, si on ne regarde que cette phrase. Il dépend, je dirais, de la... Comment dire ça ?
de la démocratisation du régime, ce qui veut dire qu'il y a une dialectique entre l'élection au suffrage universel direct, qui peut être un facteur de démocratisation, mais qui ne peut l'être que si les autres conditions de la démocratisation sont remplies, autres conditions qui tiennent au dispositif institutionnel, qui tiennent à la diffusion de la culture démocratique, à l'appropriation de l'idéologie constitutionnelle et démocratique, etc. On voit par conséquent, et c'est vrai alors pour le cas africain comme pour d'autres, on l'a dit et redit, et là je suis heureux de répéter ce que les autres ont dit, ces réponses finalement ne se comprennent que si on prend en compte l'histoire, la société, le système de partis, le dispositif constitutionnel, étant entendu que l'introduction de l'élection au suffrage universel ne se fait pas sans conséquence sur le dispositif lui-même, c'est-à-dire nécessite certainement que l'on revisite les dispositifs, que l'on adopte probablement de nouvelles approches quand on parle de contre-pouvoir ou d'équilibre. Et c'est ça, me semble-t-il, le débat qui se pose ici, comme il se pose ailleurs et comme il se pose en Afrique. Si l'on continue à utiliser l'élection au suffrage universel direct, cela suppose aussi qu'il y ait cette réflexion plus fondamentale qui concerne d'ailleurs l'orientation même du constitutionnalisme. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé le temps qui me revenait. Mais je vais me rattraper à une autre occasion. Nous avons eu vraiment une autre ouverture quant au fond et quant à l'horizon, c'est-à-dire quant au fond, la question posée à l'envers, c'est-à-dire faut-il avoir peur de Virginia Woolf, faut-il avoir peur d'un président élu au suffrage universel direct, et puis l'horizon comparatif qui est toujours très utile avant que la décision ne se fasse, mais on sait toujours que les professeurs peuvent parler, mais c'est les forces politiques qui décident. Et c'est dans ces dialectiques-là on peut survivre en pensant qu'on a quand même un petit poids qui devient un poids argumentaire des uns et des autres et que ça équilibre un petit peu ou ça rationalise un petit peu le débat. Alors, je pense qu'avec toute cette richesse potentielle de questions qui ont été formellement posées et moins formellement et implicitement contenues dans les exposés, la salle va pouvoir réagir les sucs gastriques aidant un petit peu à la chose. Alors, Miroslav Novak, qui est toujours en première ligne. Merci beaucoup. J'ai apprécié tous les exposés, mais j'étais particulièrement intéressé par le dernier. Le sujet de M. Jean-Dibois de Godisson me paraissait très intéressant. Et puis, ma question sera simple. On connaît le fameux article de Juan Linz, le péril du présidentialisme. Donc ça, le titre même de l'article est une réponse à la question que se posait Jean-Dibois de Godisson, auquel je ne peux pas pardonner qu'il n'a pas parlé de la Suisse, évidemment, mais toute plaisanterie mise à part, ma question est la suivante. À la suite de ce fameux article de Juan Linz, il y avait quand même une grande discussion. Et dans cette discussion, un ouvrage important a été publié, Président et Assemblée de Shugart et Carré. Et la thèse de Shugart et Carré est la suivante. Les critiques des régimes présidentiels sont injustes parce que la plupart des régimes présidentiels sont dans les pays plutôt, disons en un mot, sous-développés. Et comme notre ami Jean-Dibois de Godisson est un spécialiste de l'Afrique notamment, je lui pose la question, est-ce qu'il est d'accord avec Shugart et Carré que finalement le présidentialisme a plutôt bien réussi dans des conditions plus difficiles des pays plutôt sous-développés ou peu développés,
n'est-ce pas? Et est-ce qu'il est donc d'accord avec cet argument que finalement on compare ce qui est incomparable parce que les régimes parlementaires sont plutôt dans les pays, disons, plus développés et donc cette comparaison est un petit peu faussée par cela et finalement les régimes présidentiels ne sont pas si mauvais que ça. En plus, lorsqu'un pays n'est pas sous-développé, je pense aux États-Unis, donc ça marche bien. Donc est-ce que cet argument de Sugar et Carré, est-ce que vous le partagez? Évidemment, ils expliquent quelles formes de présidentialisme sont bonnes, quelles sont mauvaises. Je n'ai pas le temps de le développer, ce serait pour une autre fois. Mais est-ce que cet argument, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui, merci. C'est un débat immense. C'est un débat immense. Et, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réponses. D'abord, la question s'est posée, je prendrai cet exemple parce que je le connais bien, au Bénin. Au moment de la conférence nationale, en 1990, et régime parlementaire, régime présidentiel. Et on est tombé, si je puis dire, côté régime présidentiel. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard quand on voit les discussions qu'il y a eu. À un moment donné, ça a été le régime présidentiel. Ça aurait pu être un autre régime. Bon, ça c'est donc, il est assez difficile, me semble-t-il, vous m'excuserez, de théoriser en la matière et d'apporter, si vous voulez, une réponse générale. Il me paraît d'autant plus difficile d'apporter une réponse générale que j'ai quand même beaucoup d'éléments d'incertitude. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qu'on entend par régime présidentiel ou présidentialiste? Ce sont, vous le savez, des étiquettes qui recouvrent des réalités différentes. 2, quels sont les critères de la réussite? Il faut quand même considérer que, effectivement, le critère peut être du développement économique ou non. Est-ce que c'est cela? Le critère peut être développement démocratique ou non. Peut-être, et c'est peut-être ceci qui est important, mais si c'est cela, cela nous interdit d'avoir une réponse, si vous voulez, qui soit là encore générale. Ce qui est vrai ici n'est pas nécessairement vrai ailleurs. Je reviens sur le Bénin. Le système du Bénin est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant réussi. Pourquoi? Parce que nous avons une société qui était extrêmement divisée entre des factions politiques et le régime présidentiel a permis, si vous voulez, à la fois d'assurer un minimum d'autorité de l'État avec le président élu au suffrage universel, d'incarner une unité et puis d'autre part d'avoir un Parlement où effectivement, et là ils s'en donnent à cœur joie, les députés, les parlementaires représentent la diversité de la société avec l'élément régulateur de la Cour constitutionnelle. Alors, côté béninois, si vous me donnez l'exemple du Bénin, je pense qu'il a effectivement réussi. Il n'en reste pas moins que deux choses. La thèse que vous développez, enfin qu'il développe, est intéressante dans une période peut-être de sortie de crise, de construction de l'État, state building, de construction de l'État, de construction de la nation. Aujourd'hui, je pense, si vous voulez, que les appréciations ont peut-être évolué. Non pas que la construction de l'État soit faite, mais on considère que la construction de l'État et de la nation nécessite autre chose que le renforcement d'un chef de l'État et nécessite le développement de ce qu'on appelle, enfin, des contre-pouvoirs, le développement aussi de ces mécanismes qui permettent, comme je le disais, l'articulation des segments de la société civile, je ne sais pas trop ce que c'est que la société civile, c'est pour ça que je dis segment de la société civile, au pouvoir politique. Donc la réponse est celle la mienne est celle que je vous donne, et moi je propose qu'on en débatte alors véritablement dans un autre colloque, mais c'est pas très facile. Bon. Il faut que... Oui, il faut que les autres puissent poser des questions. Il faut que les Excusez-moi. Question. On a 5 minutes avant le grand événement. Ďakujem za slovo. Chcem sa spýtať tlmočníkov, či môžem rozprávať slovo. On n'entend pas. Oui, et la porte.
Ospravedlňujem sa, nemal som mikrofón. Chcel som sa spýtať druhého rečníka, myslím pána Umoára. Burmo. Aha, tak sa postavím sa a budem hovoriť hlasnejšie. Chcel som sa spýtať, či si myslí, keď hovoril o tej diarchii moci medzi prezidentom a premiérom, na Slovensku sa stala pomerne v poslednom čase niekoľko turbulentných ústavných zmien, ktoré súvisia s tým, že pred 2 týždňami slovenský parlament ako posledný na poprvýkrát neschválil Európsky stabilizačný mechanizmus a v súvislosti s tým, okrem toho, že si spravil, do sveta prerazil medzinárodnou hanbou, si spravil aj na jeden pekný ústavný problém, a to tým, že padla vláda. Pretože vláda spojila otázku schválenia Európskeho stabilizačného mechanizmu s vyslovením dôvery. Parlament na poprvýkrát neschválil a vláda dôveru nedostala. Ovšem, tento problém nastal na Slovensku poprvýkrát a politikom nedošlo, že v prípade Slovenská ústava nepamätala totiž na to, že prezident nemohol poveriť vládu bez dôvery parlamentu, aby ďalej vykonávala svoje právomoci a musel by menovať novú vládu. Na to strany... Si vous voulez venir à la question, s'il vous plaît. Très bonne idée. Venez, monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Chcel som sa teda spýtať, že či je možné považovať, pretože k tej ústavnej novele došlo k tomu, že prezident síce vládu poveril vykonávaním funkcie, pretože dovtedy to nemohol spraviť, avšak vláda môže významné rozhodnutia robiť len vláda môže významnejšie rozhodnutia robiť len v súhlase s prezidentom. Dôvodnenie bolo také, že keďže vláda stratila dôveru parlamentu a prezident je na Slovensku volený priamo, legitimita vlády sa neopiera už o dôveru parlamentu, ktorú stratila, ale o legitimitu priamo voleného prezidenta. Či si myslíte, že táto ústavná zmena je nakročenie k tomu systému poloprezidentskému a vzniká možnosť kohabitácie, pretože vláda pokračuje v podstate pravicová a prezident je ľavicový. Ďakujem. Je dois confesser mon ignorance, ma méconnaissance du régime slovaque. Et donc, je ne suis certainement pas le mieux placé pour répondre avec précision à la question qui est posée. Je ne m'y risquerai pas. Mais puisqu'on me pose la question, je vais quand même y répondre indirectement. Je crois que ce que j'ai essayé de montrer, les enseignements que j'en tire pour ce qui me concerne à partir de l'expérience française, c'est que chaque combinaison institutionnelle est spécifique. Elle est liée à la culture politique, elle est liée aux circonstances politiques, elle est liée à une histoire. Et il est, me semble-t-il, difficile de vouloir tirer à partir de là des enseignements, je dirais mécaniquement applicables. Je ne voudrais surtout pas dire qu'il n'y a pas d'enseignement à tirer, sinon ce serait
ruiner ma propre discipline qu'est le comparatisme, mais je crois qu'il faut manier tout cela avec beaucoup de précaution et ne pas verser dans une conception un peu, je dirais, mécanique des choses. Donc, sur la question slovaque, je ne peux pas me prononcer avec précision. Ce qui me semble important, au-delà de ce rééquilibrage ou cette modification de l'équilibre des pouvoirs, pour ce que je crois comprendre à l'intérieur de la Slovaquie, au-delà de cela, c'est la question de l'enjeu européen qui est posée. Et je reviens à ce que j'ai dit dans ma conclusion tout à l'heure. Je crois que l'enjeu européen pose un véritable défi au régime politique de l'Union européenne. Et nous avons, me semble-t-il, trop tendance, depuis une vingtaine d'années, à raisonner à l'égard de nos régimes politiques nationaux comme si nous étions, au fond, dans une espèce de permanence en termes de questions et de réponses. Et même si, ici ou là, je pense au traité constitutionnel qui a pu être, par exemple, soumis à l'approbation du peuple français en 2005, mais même la façon dont la question était posée, au fond, n'était pas une interrogation centrale sur la nature même du régime. Je crois que l'Union européenne pose une question maintenant sur qu'est-ce qu'un régime politique à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire, où est le pouvoir légitime, quel est le pouvoir, quelles sont les institutions élues qui, à partir de là, ont la légitimité pour prendre tel ou tel type de décision. Et ce que je dis est un petit peu banal. On a progressivement créé, par tout un ensemble de dispositifs juridiques, une espèce de monstre institutionnel dont on peine, au fond, à tirer, je dirais, les principes fondamentaux de fonctionnement. Alors, c'est le mérite peut-être des crises ou des révolutions, c'est qu'à un moment donné, ça appelle un éclaircissement. Et peut-être que nous sommes aujourd'hui dans ce moment de vérité où, à force de repousser cette question centrale, qui gouverne, pour reprendre une expression classique de la science politique, nous l'avons repoussée indéfiniment. Je crois que le moment est arrivé pour répondre à cette question, qui gouverne? Est-ce que ce sont les présidents, en France ou ailleurs? Est-ce que ce sont les parlements? Est-ce que c'est à un moment donné l'Union européenne? Qui? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est le Conseil de l'Union, etc. Je crois qu'il y a une opération vérité qui ne sera pas sans retentissement sur la configuration même de nos régimes politiques. Voilà, je m'arrête là parce que je suis un petit peu long, une nouvelle fois. Voilà. Je voulais juste redire un mot sur ma petite taquinerie de ce matin sur l'absence de hiérarchie. Parce que dans la présentation que vous avez faite très habilement, vous avez mis en avant les deux cas dans lesquels on pouvait se poser la question, Chaban-Delmas et Chirac. Et on aurait peut-être pu rajouter d'une certaine manière, mais plus feutré, Rocard, Mitterrand à partir de 88. C'est vrai, mais je suis quand même très frappé de voir que ces hiérarchies, elles prennent fin lorsque le président décide de prendre fin. Décide qu'elle doit prendre fin. Donc en réalité, c'est très inégal. Et l'idée qu'il y a à un moment une sorte de partage du pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre, je n'y crois pas trop. Si on n'est pas en cohabitation, le président décide totalement librement. Il peut décider de laisser du champ au Premier ministre, mais c'est toujours fragile et précaire et révocable. Et si on est en période de cohabitation, contrairement à la légende où le président dit « mais je suis en charge, je préserve l'essentiel, vous inquiétez pas, je freinerai les ardeurs du Premier ministre », en réalité, après quelques manifestations sur les nominations, il ne peut rien freiner du tout. Donc en réalité, je crois assez mal à cette idée de la diarchie, si ce n'est effectivement dans quelques moments transitoires, mais qui trouvent très vite leur solution. Et puis je voulais vous dire que j'étais tout à fait d'accord avec le fait que, du point de vue institutionnel, le deuxième mandat de François Mitterrand est très différent du premier. D'abord, il ne faut pas oublier l'échec d'imposer le candidat de son choix à la tête du parti, donc ça change les choses. Et puis la situation un peu étrange d'un Premier ministre avec lequel il n'y a pas de complicité, puisque, on le sait bien,
l'idée était que de mettre Rocard pour qu'il se casse la figure assez vite et pour lever l'hypothèque, suivant la formule employée à l'époque, puisque nos amis économistes, qui se trompent encore plus souvent que les politistes, ce qui n'est pas peu dire, avaient expliqué à François Mitterrand que l'année 88 serait... Je crois que j'ai fait des bêtises là. Vous m'entendez? Que l'année 88 serait économiquement épouvantable et que donc que l'année 88 serait épouvantable et que donc il fallait laisser quelqu'un qui s'en occuperait. En fait, ça a été une des meilleures années économiques, et ce qui explique d'ailleurs que Rocard puisse durer beaucoup plus que prévu dans les plans initiaux. Voilà, précision. Mais il y a encore une dernière question. Oui. Question rapide et réponse rapide aussi. Je to rozumě? Dobrý den, já bych se zeptal možná na závěr trošku legrační otázku. V České republice se diskutuje o změně způsobu volby prezidenta. Proto jste... Umíte si představit, že by obdobná diskuze se vedla ve Francii také o změně způsobu prezidenta, ale z opačného gardu? A umíte si představit důvody, proč by z tomu možná ryze teoreticky mohlo dojít? Le débat était parfois un peu ouvert, c'est-à-dire qu'il y a tout un débat un peu nébuleux autour de la 6e République, terme générique sous lequel on met des choses extrêmement différentes. Et un des éléments avancés, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, il faudrait revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais comme on ne peut pas le faire, puisque l'opinion s'est appropriée, on passe à autre chose. Donc il y a un débat, une espèce de débat désabusé chez les professionnels pour dire qu'il faudrait peut-être y revenir, mais on ne peut pas le faire. Voilà. Oui, je voulais simplement dire qu'il se pose en France ou ailleurs. Je parlais tout à l'heure de certains pays africains où c'est vrai, là aussi c'est difficile de revenir sur l'élection au suffrage universel direct. Je disais c'est quasiment irréversible. Mais à ce moment-là, le débat porte sur autre chose, sur le mode d'élection, et vous avez tout à fait raison, sur le mode d'élection au suffrage universel. En France et dans un certain nombre de pays d'Afrique, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Et un certain nombre de chefs d'État, voyant peut-être leur base électorale se réduire sensiblement, ont fait passer des réformes constitutionnelles où l'élection se fait à un tour, à la majorité à un tour. Alors, quelquefois on dit qu'il faut au moins 40%. Dans certains cas, on ne donne aucun chiffre, ce qui fait qu'on peut être élu avec 30 ou 35%. Et vous voyez évidemment ici les conséquences particulières, sans doute peu démocratiques d'un tel système. Eh bien, je vous souhaite bon appétit et à tout à l'heure, à très bientôt.